Les premiers travaux se revendiquant de la psychologie cognitive ont été fortement inspirés par le fonctionnement de l'ordinateur, ce qui explique le nom donné au modèle qui est présenté dans cette capsule vidéo, à savoir modèle du traitement de l'information. Depuis que les psychologues commencèrent à s'intéresser à l'ordinateur comme modèle analogique de la manière dont les individus traitent l'information, la portée de cette analogie a été contestée, notamment en raison du fait qu'ordinateur et cerveau humain ont un fonctionnement de base très différent. Un premier élément qui distingue le fonctionnement de l'ordinateur et celui du cerveau humain réside dans le fait que dans l'ordinateur, les opérations se déroulent le plus souvent les unes après les autres, alors qu'au niveau du cerveau humain, de nombreuses opérations se déroulent simultanément. Dans l'ordinateur, le traitement de l'information est essentiellement séquentiel, alors que le fonctionnement du cerveau humain est massivement parallèle. Une seconde différence importante entre ordinateur et cerveau est liée au caractère local du fonctionnement de l'ordinateur, alors que le cerveau a un fonctionnement avant tout distribué. Cela signifie que lorsqu'une composante importante de l'ordinateur fait défaut, plus rien ne marche, alors qu'au niveau du cerveau, d'autres zones prennent le relais lorsqu'une zone spécifique du cerveau est lésée. Par exemple, un individu aveugle compense son absence de vision par un développement supérieur des zones dédiées à l'audition. Comme l'avaient pressenti les gestaltistes, on considère aujourd'hui que le cerveau humain fonctionne sur la base de représentations de la réalité, plutôt qu'à partir de la réalité elle-même. Le processus de traitement de l'information qui permet d'aboutir à la construction de représentations est décrit habituellement en fonction de 3 étapes qui portent respectivement sur le filtrage, l'encodage et le traitement de l'information. Le filtrage de l'information. On remarque facilement que, au milieu du bruit ambiant, comme c'est le cas dans un cocktail, il nous est possible de sélectionner la voix de la personne avec laquelle nous entretenons une conversation. Ce filtrage va limiter notre perception de l'environnement et nous permettre de préparer la phase d'encodage. L'encodage qui va conduire à la construction d'une représentation de la situation. L'idée que la pensée s'exerce sur des représentations est centrale pour l'approche cognitiviste. Et de nombreux travaux portent sur les formes et les modalités de représentation mises en œuvre. Schémas, réseaux conceptuels, réseaux procéduraux. Nous reviendrons sur ces formes de représentation par la suite. La phase de traitement va porter sur les représentations construites à l'étape précédente et à les transformer en leur appliquant une série d'opérations comme par exemple des opérations de déduction, d'induction, de comparaison, d'analogie. Philip Johnson-Lair estimait que toute la pensée pouvait être traduite sous la forme d'une algèbre mentale construite autour d'un nombre limité d'opérations simples. Conformément au modèle du traitement de l'information, la conception cognitiviste de l'apprentissage consiste à décrire, sur la base d'un processus sériel en 3 étapes, l'intégration des informations en mémoire à travers la manipulation de représentations. Nous avons choisi de présenter le modèle le plus largement diffusé en matière de traitement de l'information, qui a été proposé en 1968 par 2 chercheurs américains qui sont Atkinson et Shiffrin. Par la suite, ce modèle a été approfondi et amendé, mais continue de servir de référence pour illustrer la conception cognitiviste de l'apprentissage, qui considère l'apprentissage comme le processus conduisant à la mémorisation des informations en mémoire à long terme à travers la construction de représentations. Dans ce modèle, les stimulus sont d'abord traités par les registres sensoriels, qui assurent le filtrage de l'information. Cette fonction de filtrage est essentielle puisqu'elle permet de réaliser le tri parmi l'énorme quantité de stimuli qui sollicitent en permanence les organes sensoriels. Ce tri est très sélectif, de sorte que nous ne prenons conscience que d'une partie très infime des informations qui aboutissent au registre sensoriel à travers les organes des sens. L'information sélectionnée à ce niveau est transférée ensuite vers une autre entité de la mémoire qu'on appelle la mémoire de travail. La sélection des informations est placée sous le contrôle du phénomène de l'attention, qui est fortement influencé par ce que le sujet connaît déjà, c'est-à-dire par les informations disponibles en mémoire à long terme. L'intervention des connaissances antérieures dans le processus de sélection qui s'opère au niveau des registres sensoriels explique le fait que l'on ne perçoit généralement que ce à quoi l'on est préparé, c'est-à-dire ce à quoi l'on s'attend. Lorsque nous sommes engagés dans une tâche exigeant une forte concentration, les stimuli non pertinents peuvent devenir littéralement invisibles. Une expérience fort connue illustre ce phénomène. On montre un film dans lequel un groupe de jeunes se font des passes avec un ballon de basket. La consigne donnée par l'expérimentateur est de compter le nombre de passes réalisées pendant une quinzaine de secondes. Durant ce temps, un personnage déguisé en gorille traverse l'écran. À l'issue du film, l'expérimentateur demande aux personnes si quelque chose de particulier les a frappées. On constate qu'une majorité des observateurs déclarent n'avoir rien constaté de particulier, donc ils n'ont pas vu le gorille. Pourtant bien visible sur l'image,
car leur attention était captée par le comptage. La durée de vie des informations au sein des registres sensoriels est très limitée, de l'ordre du quart de seconde. Pour persister au-delà de cette durée très limitée, les informations doivent être encodées afin d'être transférées en mémoire de travail. Les stimuli encodés au niveau des registres sensoriels aboutissent donc dans la mémoire de travail. C'est à ce niveau que les stimuli sont élaborés pour être transférés vers la mémoire à long terme. L'appellation mémoire de travail était préférée à l'appellation plus ancienne de mémoire à court terme, pour insister sur le travail d'élaboration qui a lieu au sein de cette forme de mémoire. La capacité limitée de la mémoire de travail a été mise en évidence à l'occasion de la publication d'une étude très connue de George Miller, intitulée « Le nombre magique 7, plus ou moins 2 ». Les résultats de cette étude montrent qu'en présence d'éléments non structurés, chiffres, syllabes non significatives, on peut évoquer de mémoire 7 éléments. Pour augmenter cette capacité, il s'agira de structurer ces éléments. Par exemple, plutôt que de mémoriser la suite 0, 6, 5, 3, 7, 3, 1, 3, 2, on regroupera ces éléments selon l'organisation d'un numéro de téléphone 065, 37, 31, 32, ce qui limitera notre effort de mémorisation à 4 éléments au lieu des 9 présentés au départ. Comme nous venons de l'illustrer, la mémorisation au niveau de la mémoire de travail repose sur un processus actif d'organisation des informations. L'élaboration et le maintien de l'information au niveau de la mémoire de travail sont réalisés à l'intervention de 2 mécanismes. Le premier est conscient et mobilise l'attention du sujet. Il s'agit de la répétition mentale. Par exemple, après avoir obtenu un numéro de téléphone au renseignement, on le répète mentalement pour pouvoir le composer une fois que la ligne sera libérée. Le second est inconscient, c'est-à-dire qu'il se déroule indépendamment du contrôle de l'individu. Il est connu sous le nom de boucle phonologique ou encore de boucle articulatoire. La capacité de la mémoire de travail est très constante d'un individu à l'autre. Ce qui différencie les sujets, c'est l'efficacité des stratégies de répétition mentale et le travail d'élaboration qui est mis en œuvre au moment de l'encodage de l'information. Toutefois, plus récemment, certaines études réalisées sur l'empan de la mémoire de travail ont montré que celui-ci était en lien avec la réussite dans certains apprentissages scolaires et avec certaines habiletés cognitives de haut niveau. En particulier, la capacité à traiter plusieurs informations en parallèle semble critique dans de nombreux apprentissages scolaires, comme la lecture, le calcul ou la résolution de problèmes. La limitation de la capacité de la mémoire de travail a donné naissance à la notion de charge cognitive, très largement utilisée dans la littérature scientifique, notamment par Sweller et Chandler. Selon ces auteurs, toute situation d'apprentissage est caractérisée par une charge mentale spécifique qui peut être divisée en 2 composantes. D'une part, une charge intrinsèque liée à la difficulté de la tâche qui fait référence au nombre d'éléments à mémoriser et à la complexité des interactions qui peuvent exister entre ces éléments, et d'autre part, une charge extrinsèque associée au format de présentation de l'information. La notion de charge extrinsèque est importante en pédagogie, car elle met en évidence le fait qu'il est possible de réduire la charge mentale en agissant sur la qualité du matériel d'apprentissage qui sera présenté à l'élève. La mémoire de travail est considérée comme un élément essentiel du système cognitif. Elle constitue le siège des activités contrôlées qui se distinguent des procédures automatiques. Étant donné que les traitements contrôlés ou explicites sont coûteux et requièrent d'importantes ressources cognitives, notamment au niveau de la mémoire de travail, ils contribuent à alourdir la charge cognitive qui pèse sur l'individu. Au contraire, les processus automatisés mobilisent peu de ressources et libèrent dès lors la mémoire de travail qui peut se consacrer à d'autres tâches. En outre, les processus automatisés se caractérisent par une grande vitesse d'exécution ainsi que par une quasi-absence de contrôle intentionnel. Ces mécanismes sont à l'œuvre dans de nombreuses activités humaines, comme la conduite automobile ou la gestion des situations d'urgence. En contexte scolaire, par contre, ces processus sont souvent dépréciés parce qu'ils sont associés à l'apprentissage par cœur, fort décrié par les enseignants. Pourtant, comme les automatismes sont nécessaires à toute activité complexe, il est indispensable que l'école prévoie des périodes d'apprentissage consacrées à la maîtrise de certains automatismes. En effet,
Ceux-ci interviennent aussi bien au niveau de la lecture, notamment dans le décodage des mots, que du calcul dans la maîtrise des tables de multiplication. La mémoire à long terme est l'aboutissement de toute information qui est amenée à perdurer au-delà de quelques dizaines de secondes. Cette zone est en principe de capacité illimitée et la persistance des informations est également illimitée. Du moins, n'est-il pas possible d'en situer les limites comme c'est le cas pour la mémoire de travail. L'encodage des informations en mémoire à long terme privilégie l'organisation spatiale des informations, alors qu'à court terme, c'est surtout la mémoire auditive qui est sollicitée. Ainsi, à la question « Êtes-vous visuel ou auditif ?» posée par certains ouvrages de vulgarisation en psychologie, la réponse est que chacun est auditif à court terme et visuel à long terme. Mais personne n'est intrinsèquement visuel ou auditif lorsqu'il doit mémoriser une information. Pour illustrer l'importance des aspects spatiaux dans les processus de mémorisation à long terme, nous verrons dans le module suivant un exemple de structure d'organisation de la mémoire à long terme connue sous le nom de réseau sémantique. Même si le codage des informations en vue de la mémorisation à long terme est avant tout spatial, des aspects phonétiques peuvent aussi intervenir à ce niveau. Alan Pevio parle de double encodage à ce propos. Pour cet auteur, certaines informations peuvent faire l'objet d'un encodage à la fois spatial et phonétique. C'est le cas des objets concrets pour lesquels on peut mémoriser une trace verbale, mais aussi l'image mentale qui leur correspond. Par contre, le double encodage est plus difficile pour des entités abstraites telles que le concept de liberté, car il est difficile de s'en faire une image mentale. Le double encodage ayant un effet positif sur la mémorisation, on a intérêt à le favoriser en utilisant plusieurs représentations d'une même information. Une image assortie d'un commentaire verbal, par exemple, comme c'est le cas dans une présentation multimédia. Les études en neurobiologie confirment l'existence de deux formes de mémoire. D'une part, la mémoire de travail, qui correspond au renforcement de la connexion synaptique entre deux cellules nerveuses, et d'autre part, la mémoire à long terme, qui conduit à l'apparition de nouvelles connexions synaptiques sous l'effet de la synthèse de certaines protéines. C'est l'apparition de ces nouvelles connexions synaptiques qui est la marque neuroanatomique de la mémoire à long terme, alors que la mémoire de travail fait uniquement appel à un renforcement passager des liaisons synaptiques. L'apprentissage repose sur le renforcement ou l'élimination des connexions synaptiques qui s'établissent entre l'axone d'un neurone et les dendrites des neurones voisins. Les techniques d'imagerie cérébrale montrent que ces connexions se modifient en permanence, et cela durant toute la vie. Toutefois, certains changements se manifestent avec une intensité particulière pendant l'enfance, où l'on observe ce qu'on appelle les périodes critiques, c'est-à-dire des périodes où le cerveau dispose de capacités particulières par rapport à certains apprentissages. Un exemple. On sait que la capacité d'apprentissage d'une seconde langue décroît avec l'âge, et en particulier, la capacité à distinguer les phonèmes qui n'existent pas dans la langue maternelle. Ainsi, les enfants sourds doivent recevoir rapidement un implant cochléaire avant 18 mois de préférence, faute de quoi le développement de leurs compétences en expression orale sera fortement compromis. Les études récentes en neuropsychologie montrent l'importance de certains facteurs liés au mode de vie sur la consolidation des apprentissages. C'est notamment le cas de l'activité physique ou de la qualité du sommeil. Ainsi, on considère que le sommeil fait intimement partie du processus d'apprentissage, puisqu'il a un rôle déterminant dans la consolidation des apprentissages, de sorte qu'on peut observer des différences de performance significatives après une période de sommeil. Cela s'explique notamment par le fait que durant notre sommeil, le cerveau réactive certains circuits neuronaux sollicités avant l'endormissement. Dans la mesure où l'encodage en mémoire à long terme conduit à une modification anatomique, certains chercheurs considèrent qu'une information inscrite en mémoire à long terme ne disparaît jamais. Par contre, les indices qui permettent de la retrouver peuvent avoir disparu. Certaines techniques mises en œuvre, notamment par la psychanalyse comme l'hypnose ou la libre association, appuient cette hypothèse puisqu'il s'agit par ces techniques de faire réapparaître des souvenirs refoulés, souvent associés à certaines périodes de l'enfance ou de l'adolescence. Comme l'illustre l'exemple de la psychanalyse,
L'oubli ne correspond donc pas à un effacement définitif de l'information en mémoire à long terme, mais résulte plutôt de la perte des indices qui permettent de récupérer l'information dans la vaste bibliothèque que constitue notre cerveau. Les informations encodées en mémoire à long terme ne disparaissent pas, ce sont les chemins d'accès à l'information qui sont perdus. On peut réactiver les indices de récupération en s'appuyant par exemple sur le contexte. Ainsi, après quelques jours dans un pays étranger, vous êtes souvent surpris du vocabulaire que vous pouvez mobiliser alors que vous aviez l'impression de l'avoir oublié.